Deux ans après Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, pensiez-vous franchement que notre producteur préféré aux ambitions démesurées et n'ayant que très peu réussi dans le blockbuster n'allait pas plonger à deux pieds dans le genre afin d'y poser sa patte et récolter quelques sous au passage? Je parle bien sûr de notre Dino De Laurentiis qui va appeler le producteur Luciano Vicenzzoni au milieu de la nuit alors qu'il vient de finir le visionnage du film de Spielberg. Ses exigences sont simples. Trouve-moi un poisson plus balèze et revanchard qu'un grand requin blanc. Une seule créature au monde en est capable. Les polars. Le titre, Orca, fait donc partie du nom latin de l'animal, mais aussi du bateau de pêche de Quint dans le film de Spielberg, l'orque restant effectivement un des ennemis les plus dangereux pour le requin blanc, avec l'homme bien sûr. Une histoire à la Dino où, voyant sa femelle abattue, un épaulard va poursuivre le pêcheur et son équipage en quête de vengeance, implacable ici. Il va l'attirer dans son élément naturel jusqu'aux glaces de la banquise afin de l'y combattre. Comment bien sûr ne pas penser au capitaine Ahab et sa poursuite de Moby Dick? Mais ici à l'inverse, l'animal pourchassant l'homme, le film n'étant pourtant ni un remake ni un plagiat. Il est écrit par Luciano Vicenzzoni et Sergio Donati qui vont travailler avec Sergio Leone sur quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, où il était une fois dans l'Ouest et La Révolution, parfois l'un sans l'autre, puis avec le Dino sur quelques films et qui nous donneront parfois, chacun de leur côté, des films comme Le Choix des Seigneurs de Giacomo Battiato ou Le Contrat de John Irvine, malheureusement réécrit. Et si je lui expliquais que la mort de sa femelle et de son petit était un terrible accident? L'histoire pour Orca reste ici fascinante en laissant le spectateur dans l'expectative sans jamais savoir où l'on va et surtout réussir une fin sombre et presque malaisante, voire totalement. A noter que pour la version anglaise du scénario, c'est Robert Towne qui va en réécrire certains dialogues. Il vous a suivi. Elle vous dit la vérité. À la réalisation, c'est l'anglais Michael Anderson, c'est une coproduction italo-britannique, un réalisateur efficace qui sort juste de L'Âge de Cristal dont je viens de parler dans la vidéo juste avant, associé à Brian W. Cook, assistant réalisateur ayant travaillé chez Stanley Kubrick ou Cimino. Il va devoir jouer ici avec les acteurs en prise de vue réelle et celle de vrais orques filmés bien ailleurs et dont les transparences restent assez sympathiques, ou que l'on voit totalement, puisqu'il est évident que l'animal n'est pas en haute mer. Filmé de façon très habile en utilisant les décors nordiques intelligemment et absolument splendides, Orca va par contre tenter le diable avec son histoire d'orque et polar aux sentiments humains comme la vengeance ou la tristesse jusqu'à en pleurer. Il va donc se mettre en route pour tuer celui qui est responsable de la mort de sa femelle et du bébé qu'elle portait en elle, tenter le diable parce qu'ils ont atteint la limite de ce que le spectateur peut se diviser en deux camps, celui qui en rit ou ceux qui s'en émeuvent. L'histoire ira jusqu'au bout, ce qui se verra sur un plan, le reflet dans l'œil, liant les deux à jamais. L'histoire va nous entraîner dans un véritable tourbillon d'aventures, si l'on peut dire, d'attaques et de péripéties absolument dramatiques pour nos protagonistes, tous perdant la vie ou un membre un par un. Et aussi le passage poétique quand les orgues poussent la femelle jusqu'au rivage par exemple. Comme son aîné Les Dents de la Mer, les orques ne sont bien sûr pas montrés de façon réaliste et font des choses que certains orques ne feraient pas. Je crois qu'elle essaye de se tuer. Le tournage aura lieu à Malte, au Marine World en Californie et à Terre-Neuve et au Labrador au Canada. Des animatroniques seront créés, fabriqués en caoutchouc, dont certains modèles restent ultra réalistes, dont, paraît-il, certains écologistes, sûrement bien informés, ont bloqué les camions qui les transportaient, persuadés qu'ils étaient que la production transportait les orques en camion sans eau. Encore une belle réflexion humaine. Les orques seront construits par Giuseppe Carrozza et Jim Hall.
Annie! 2 orques en captivité furent donc utilisés venant de 2 marinelands, Yaka et Nepo étaient leurs noms. Un avantage puisque l'animal peut être apprivoisé, ce qui va aider bien sûr sur certaines scènes. Pour les cris du bestiau, ce sont des enregistrements de chants de Banana Boss et non des sons d'orques. Des effets de chez Dino, malheureusement, et des transparences qui laissent toujours à désirer, puisqu'il engage encore les Vanderveer, étant toujours à travailler avec le bonhomme, et nous ferons toujours les mêmes transparences que sur Dune, sur King Kong, sur Flash Gordon, bref du limite, voire du raté, sur le final surtout où sous la glace on distingue les vaguelettes en surimpression du bassin des orques. C'est les Vanderveer quoi, moi j'en peux un peu plus. Même les animatronics sont parfois mal filmés. Il y a bien sûr pléthore de faux raccords. Ça existe, c'est sans grande importance sur le visionnage et les scènes sous l'eau sont filmées par J. Barry Heron alors que Ted Moore s'occupe du film, grand directeur de la photo s'il en est sur les premiers James Bond par exemple. Seulement voilà. Après tous ces jolis compliments, il y a un mais. Remercions le montage de John Bloom, Marion Rothman et Ralph E. Winters, responsables de scènes limites afin de cacher le manque de budget, comme la scène du requin blanc en plastique ou le final. Le nombre de plans sur la scène du requin en bassin mélangés aux extérieurs, à celle en studio et enfin le documentaire pour le requin font vraiment tâche et montrent clairement que l'on est sur du multitâche en communication pour essayer un tant soit peu que les choses ne soient coordonnées. On n'a même pas la même photo sur chaque plan. En plus, je ne vous parle même pas du bébé fœtus dégueulasse qui tombe de la maman tuée. Tu la veux ta vengeance? Eh ben tu vas la voir! De même, les zooms, les scènes contemplatives plombent le film, comme les nombreuses sorties de l'eau après une tuerie de la bestiole, genre coucou je suis là, on voit bien quand même que tu n'es pas vraiment là. $9 millions de budget, Orca va en remporter quand même 14 millions et 700 000 $ aux États-Unis et un beau succès en France avec 1 million et 400 000 entrées. Ce sera un combat à la loyale. Un combat à armes égales. Nolan, toujours fabuleusement interprété et encore par le grand et regretté Richard Harris, est un pêcheur qui a perdu son âme, sa famille, sa femme et son enfant à venir, étant mort dans un accident de voiture à cause d'un chauffard ivre. La femme était enceinte. Elle conduisait la voiture pour aller à l'hôpital, toute seule. Il est donc comme l'orque en quête de violence, de revanche, d'aller jusqu'au bout d'une quête, en finir de la façon la plus dramatique possible. Un conducteur ivre est arrivé du mauvais côté de la route. Il l'a tué. Il chasse le requin blanc pour payer ses traites de bateau et essaie de capturer un épaulard pour le vendre à un aquarium. L'acteur se blessera régulièrement sur le film, faisant lui-même ses cascades à 46 ans. Il regrettera longtemps d'avoir joué dans le film, pas parce que ce film ne lui plaisait pas, mais parce qu'il préféra choisir Orca à L'œuf du serpent d'Ingmar Bergman. C'est pas vraiment le même cinéma. Richard Harris sera souvent en état d'ébriété, ça se voit sur certaines scènes, comme Richard Dreyfuss et les drogues sur Les Dents de la Mer. Sa raison de boire était quand même tristoune, puisqu'un tabloïd a émis dans son journal la photo de sa femme, Anne Turkel, en compagnie d'un jeune homme à la plage. Et si je lui disais combien je regrette, alors peut-être il me pardonnerait. Il pense partir à Malibu pour, ce sont ses mots, les tuer, et va se retrouver en bagarre avec l'équipe, une vraie, qui essaye de l'en empêcher, donnant au producteur un bel œil au beurre noir. Il va rester ici un capitaine tiraillé entre l'obsession, la peur et la fascination, et Richard Harris est un des acteurs très capables pour ce genre de jeu. Un acteur démentiel d'ailleurs, avec un nombre de films fous dont le Major Dundee de Sam Peckinpah, Un homme nommé cheval d'Elliot Shiverstein, Traître sur commande de Martin Ritt, le formidable Terreur sur le Britannique de Richard Lester, Impitoyable de Clint Eastwood, Jeu de guerre de Philip Noyce, Le Gladiator bien sûr de Ridley Scott, et finira sa carrière et malheureusement sa vie sur les 2 premiers Harry Potter en Dumbledore qu'il sera difficile de remplacer. Mais qui es-tu, nom de Dieu ?
Et en plus, c'est l'énormissime William Sabatier qui le double de temps en temps de façon superbe. Dans l'Antiquité, les Romains l'appelaient Orca Orcinus, celui qui apporte la mort en latin. Rachel Bedford, incarnée comme d'habitude par la formidable Charlotte Rampling, une biologiste qui va faire prendre conscience à Nolan, et donc le foutre dans la merde, de la valeur d'orques capturés vivants, mais va aussi tout au long du film essayer de lui expliquer à quel point ces animaux pensent et ressentent. Vous avez l'intention de capturer et de vendre une créature qui est comme vous. C'est un vertébré supérieur, il respire de l'air. Malgré une présence en début de film avec discours et expériences démontrées, l'on sent un désintérêt de l'histoire pour ce personnage qui ne deviendra plus qu'une seule témoin de cette guerre si elle lui fait prendre conscience qu'un nouvel amour est possible ainsi que la rédemption et une nouvelle vie. Cela ne marchera pas. Lorsqu'elle tourne Orca, Charlotte Rampling est alors une des actrices les plus demandées du monde puisqu'elle vient d'enchaîner le Zardoz de John Borman et surtout le Portier de nuit de Liliana Cavani et un Taximov d'Yves Boisset. Sa carrière derrière sera donc fabuleuse et je me souviens encore de ma rencontre avec la dame, me laissant sans voix, balbutiant quelques mots avant de carrément aller chercher ce qu'elle voulait afin d'éviter de lui parler tellement que je balbutiais, elle me disant « merci du compliment ». Une grande dame. C'est elle qui fait sa voix dans le film. Je vois la crainte sur votre visage. Pas la crainte de quelque chose de vivant, ce serait plutôt un esprit. Jacob Humilak est un enseignant qui accompagne Nolan jusqu'à la fin dans Les Glaciers. C'est lui qui va d'ailleurs envoyer le SOS sur la fin, juste avant le combat final. Il se propose à venir avec Nolan pour mieux se révolter et vouloir entrer derrière. Encore une petite écriture aux fraises. Je prends les commandes. Un acteur impeccable, indécouvert dans le film de Milos Forman, Vol au-dessus des nids de coucou, et dont j'ai parlé il y a peu sur ma vidéo de Poltergeist 2 de Brian Gibson. Et là encore, le grand George Atlas est à sa voix française. Et enfin Annie, une des membres d'équipage de Nolan, qui sera attaquée par l'orque lui amputant la jambe et puis partant en ambulance. Bien qu'il s'agisse du premier film dans lequel elle apparaît, Baudérec, ses véritables débuts d'actrice ont eu lieu dans le L de Black Edwards, tourné bien avant Orca, mais sorti après, en 1979. Annie, ça va? Elle jouera, si l'on peut appeler ça jouer, dans le tristement célèbre Tarzan l'homme singe de son mari d'alors, John Derek. C'est Anne Jolivet qui la double en France. « 1977 sera une grande année pour Ennio Morricone qui va composer pas moins de 7 musiques de films. Il traverse le temps et les genres, passant aussi aisément d'un drame à un polar glauque ou de la science-fiction à un film de genre, ici en mode film de monstre entre guillemets, mais drame sûrement. C'est le Dino De Laurentiis qui va venir le chercher et le film étant bien différent des Dents de la Mer, la partition de Morricone n'ira pas plagier le Sir Williams, bien au contraire. Le compositeur italien le plus connu du monde va nous donner des sons dissonants et de la beauté musicale à couper le souffle pour dépeindre musicalement cette orque en mal de vengeance, une partition à la fois mélancolique et triste, envoûtante et glaciale. Le thème lyrique d'une beauté tragique est interprété par Eda Del Orso. Le saxophone va ouvrir la musique, à l'écoute de cris de l'orque, violon et électronique nous donnant une musique déjà dramatique dont des effets de sonar bienvenus nous amènent sur l'horreur à venir en rapport à la vie paisible de l'animal. Le thème principal souligne le ballet gracieux sous la mer des orques et la fin de leur vie sous l'océan. Les rythmes arrivent, la mélancolie aussi, au rythme de violon et une musique qui va aller de plus en plus profond dans l'ombre, annonçant la tragédie à venir et l'inévitabilité des moments à vivre. L'on peut même y sentir la musique que Morricone va écrire peu de temps après pour son The Thing de John Carpenter. La violence des attaques et les violons déchaînés, les percussions métalliques envoûtent avec une rage orchestrale jouissive à l'écoute. Tenez! Attrapez! Le final n'en est que le point d'orgue musical dans cette violence qui va aboutir à la paix intérieure des protagonistes, la bébête y comprise. La fin du générique d'ailleurs est poétique en diable vu le destin de l'orque. Quelques éditions sortiront au fil du temps, dont Music Box qui va remasteriser l'album d'origine et rajouter la chanson manquante. Une musique vengeresse que je vous conseille, du bonheur.
Une lutte à mort entre un humain et un animal à laquelle nous assistons comme des témoins impuissants. Un animal connu pour être féroce et son intelligence que les deux scénaristes ont intelligemment justement illustré pour les intégrer dans le film. Un film qui a ses qualités et ses défauts, mais qui existe en soi sans que l'on ressente cette envie de surfer sur le succès des Dents de la Mer, ayant sa propre identité malgré 2-3 plans et ayant pris le risque d'aller jusqu'au bout de son histoire, aussi implacable soit-elle. Il y a en plus quelques belles séquences chocs dont le jeu de la bête avec les hommes en est l'idée la plus étonnante. Il faut le dire, malgré ces petites 92 minutes, de longs passages cassent un peu le rythme du film pour peu que l'on soit friand de montage hystérique. Mais les scènes des polars évoluant en pleine mer n'apportent pas toujours quelque chose. Le film, quoi qu'on en pense, se laisse bien voir et c'est toujours agréable sur les films de genre, surtout portés par de grands acteurs avec du poids et une musique géniale. Le film ne fait pas peur, certes, mais reste tout du long, dès le fœtus en fait, avec un malaise glauque qui ne nous lâche pas et dont l'empathie se porte plus sur la bête que les hommes, une aventure animale avec des passages sanglants et reste dramatique tout du long, faut avoir le moral. Reste un bestiau rapide et dangereux, un vrai prédateur à l'intelligence machiavélique, puisqu'en quelques nuits et jours il va démonter une ville côtière tout en faisant porter le chapeau à Nolan, acculé à se rendre en mer pour y affronter son destin. Un film qui va droit à l'essentiel, c'est toujours un bonheur, pour les spectateurs en tout cas, dont la psychologie de Nolan en est le vecteur phare qui finira par un face-à-face avec lui-même. Bon, tout ça c'est ce que le critique peut trouver de dire de joli, mais soyons pragmatiques et un peu sensés aussi quand même. Le film semble durer quand même 2 heures, les seconds rôles sont limites et passent de « je suis d'accord à je me casse » dans les 5 minutes, des dialogues parfois dignes d'une série Z, et un final bien en deçà de ce qu'on était en droit d'attendre, mais bon, au moins c'est un risque, je ne peux pas aller contre l'idée. Ce trop-plein de ratages me sortent du film tout le temps et je n'ai jamais aimé cet Orca. Pour moi, entre les Dents de la Mer 2 et les Dents de la Mer 3 et encore, avec son côté bis italien qui plane sur tout le métrage. Ce sera donc un simple 3,5 sur 6, pour quelques plans et une mélancolie palpable tout au long du film, mais c'est bien tout, n'est pas tonton Spielberg qui veut. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir des vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits où nous écoutons de la musique de film, un autre cinéma. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine. J'ai pas d'orque, mais ça viendra. Bref, plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner si vous le voulez, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mettez un pouce, activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye.